Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans ce nouvel épisode de One Pieceology, la série de vidéos dans laquelle vous m'accompagnez lors de ma relecture ou ma découverte des arcs de One Piece. Aujourd'hui, on s'attaque à la seconde partie de la saga Water 7, l'arc Enies Lobby. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous mets la playlist qui regroupe tous les épisodes juste au-dessus dans les fiches. Oui. Mais avant, petit résumé des événements d'Enies Lobby, bien sûr. Après avoir bravé la tempête du siècle Laco Laguna à bord du Rocketman, l'équipage du Chapeau de Paille, la Frankie Family et les hommes de la Galée et la compagnie débarquent sur Enies Lobby, l'île judiciaire du gouvernement mondial, qui sert aussi de passerelle entre Grand Line et les grandes instances du gouvernement, Marie-Joie, Impel Down et tout le tout team. Ils débarquent là-bas dans le but de sauver Nico Robin et Frankie, qui ont tous deux été capturés par le CP9 pour leur extirper les informations qu'ils ont sur les armes antiques et le fameux siècle oublié. Les pirates et leurs alliés mènent une terrible offensive contre les forces du gouvernement chargées de la défense d'Enies Lobby. Après moult péripéties, Luffy tabasse Blueno et retrouve tous ses nakamas sur le toit du tribunal, où il confronte Robin, qui d'abord refuse de le rejoindre, puis après un flashback des plus émouvants, déclare qu'elle veut vivre. Luffy ordonne à Sniper King de brûler le drapeau du gouvernement, ce qui vaut pour une déclaration de guerre. Après ça, les membres des Chapeaux de Paille affrontent les membres du CP9, Luffy affrontera Rob Lucci dans un match retour des plus palpitants. Ils finiront par délivrer Robin et Frankie et parviendront à s'échapper de justesse grâce à une intervention inattendue. En gros, c'est ça l'histoire, mais là tu te demandes très certainement ce que j'ai pensé de cet arc. Eh bien, je vais te le dire. Mais avant, un petit instant passion s'impose. Oui. C'est l'instant passion. Et tu sais quoi? J'ai bien envie de niquer. Pardon? Niquer Goddess of Victory, bien sûr. Nikkei Goddess of Victory est un jeu de tir RPG de sci-fi immersif dans lequel vous recrutez et commandez diverses jeunes filles pour former une équipe de waifus spécialisée dans le maniement d'armes à feu et autres armes de destruction futuristes uniques. Commandez et collectionnez des personnages aux capacités uniques pour créer votre équipe ultime afin de sauver l'humanité dans des combats dynamiques et accessibles grâce à des commandes intuitives. Découvrez un monde futuriste post-apocalyptique captivant grâce à différentes phases de jeu. Des combats intenses en temps réel avec un point de vue immersif, de la gestion de base et de l'exploration, le tout servi avec des graphismes et des animations 2D de toute beauté. Nikkei Goddess of Victory, c'est des flingues, des robots géants et surtout des waifus. Le jeu est dispo en version PC depuis le 15 février, une toute nouvelle expérience de jeu grâce au shooting à la souris. Ça me détend. Oui. Et en ce moment, jusqu'au 14 mars, il y a une collaboration avec le manga et l'anime superstar Chainsaw Man. En effet, vous pourrez rajouter à votre collection les personnages de Makima, Power et cette bonne vieille Himeno. Chacune d'entre elles aura une arme inédite ainsi que leur propre set de skills dévastateurs pour anéantir les ennemis massivement. Le tout avec élégance bien sûr. Le tout avec une storyline inédite. Il s'agit sans aucun doute du crossover jeu vidéo et animé le plus attendu de l'année. Le jeu est disponible sur PC mais aussi sur Android et iOS. N'hésitez pas à télécharger le jeu via le lien dans la description. Que la passion vous guide. Ouais. C'était l'instant passion. Enies Lobby est une véritable masterclass et je vais m'efforcer tout au long de cette vidéo de t'expliquer pourquoi. D'ailleurs, en relisant l'arc pour la 3e ou 4e fois, j'ai remarqué quelque chose. Quelque chose de très intéressant. Quelque chose que je dévoilerai en conclusion de la vidéo, parce que si je le fais avant, il y a les plus gros One Pieceux qui vont se braquer et qui vont pas écouter ce que j'ai à dire. Mais ça va être très intéressant. C'est parti. Dab. La bataille d'Enies Lobby. Selon moi, cet arc nous présente la véritable première bataille de One Piece. Alors je sais ce que vous allez me dire, oui mais n'importe quoi chef, à Alabasta c'était carrément la guerre, il y a aussi une grosse bataille à Skypiea. Alors? Oui. À Alabasta et Skypiea, la bataille ou la guerre, t'appelles ça comme tu veux, c'était plus ou moins mis en toile de fond. Le conflit n'impliquait les Chapeaux de Paille que plus ou moins malgré eux. Il ne s'agissait pas vraiment de péripéties en soi, les véritables événements importants à l'histoire se déroulaient en parallèle aux batailles. Alors que cette fois, la bataille est la péripétie, l'histoire et la bataille.
De plus, la bataille est pour une fois initiée par Luffy et l'équipage au chapeau de paille. On ne suit pas la bataille de loin par bribes, on la suit directement en temps réel avec les personnages. Et je trouve que cette bataille d'Enies Lobby, que l'on suit quasiment sur 2 tomes pleins, même si elle dure tout l'arc, mais t'as compris, est parfaitement racontée. Les scènes de guerre, de bataille dans les mangas un peu épiques, c'est d'après moi toujours un peu casse-gueule, parce qu'il s'agit de jongler entre beaucoup de fights en même temps, de jongler entre les différents points de vue, tout en proposant régulièrement une vue d'ensemble. Faut trouver un équilibre entre le nombre de persos, d'actions, d'informations et une narration fluide et un rythme efficace. Si tu ne parviens pas à gérer cet équilibre, ça te donne des arcs de guerre qui semblent s'éterniser, où il y a trop de persos et de points de vue. On finit par ne plus rien biter au tableau, ça devient brouillon voire même physiquement difficile à lire. Exemple, toujours le même, hein, la 4ème grande guerre ninja dans Naruto, la dernière partie du dernier arc de Bleach, et même, et là je vais pas me faire des copains très certainement, mais la bataille d'Onigashima dans One Piece, hein. Non mais sérieusement là, avec le recul, Onigashima, c'était quand même un sacré bordel le truc. Alors que la guerre, ou plutôt la bataille d'Enies Lobby, c'est très rythmé, c'est fluide, on comprend chaque action, Oda y multiplie les points de vue mais ne se focus pas sur chaque personnage, mais plutôt sur les factions, use habilement de petits passages très concis, comme par exemple les rapports des Marines à Spandam, et leur hiérarchie sur l'avancée de la bataille, pour donner un point de vue global. On a un sentiment d'urgence et un bon nombre de personnages dessinés sans pour autant avoir le sentiment d'oppression qu'on a eu avec Onigashima, et bon nombre de grosses batailles qu'il y aura par la suite dans One Piece. Et ce sentiment vient certainement aussi du fait que, selon moi, graphiquement, Oda était à son prime, que ce soit dans son trait ou dans sa narration visuelle. C'était putain de propre, bordel. C'était vachement fluide, les planches ne sont pas surchargées, les actions sont lisibles au premier coup d'œil. C'est parfaitement parfait, mais on y reviendra plus tard dans cette vidéo. 俺には強くなんかなくたって一緒にいてほしい仲間がいるから俺が誰よりも強くならなきゃそいつらをみんな失っちまうではどうする力いっぱい戦う方法を考えたよしセカンド Partie 2, Gear Second. Durant la bataille d'Enies Lobby, Luffy est parti en quelque sorte en éclaireur. Il a poutré près de 1000 Marines à lui tout seul et il est le premier de la bande à atteindre le toit du tribunal, où il est accueilli par Blueno, membre du CP9, utilisateur des 6 pouvoirs et porteur du fruit du portier, un fruit qui lui confère le pouvoir de transformer tout ce qu'il touche en porte. Et c'est après quelques passes d'armes viriles que Luffy nous sort sa nouvelle technique, le fameux Gear Seconde. Le principe est le suivant. Luffy utilise l'élasticité de son corps pour pomper son sang plus vite, ce qui lui offre des capacités physiques accrues. Il arrive à reproduire l'incision du CP9 et à frapper suffisamment fort pour passer outre leur métallium, qui nous l'apprendrons bien plus tard est une variante du haki de l'armement si j'ai bien compris. Donc Luffy devient très fort de chez balèze, mais du coup on se pose une question. D'où c'est qu'il la sort cette transformation, cette technique? Question que nous serons amenés à poser plusieurs fois dans cet arc d'ailleurs. Luffy le dit lui-même, il a commencé à réfléchir à cette technique après leur défaite écrasante face à l'amiral Aokiji. Donc il l'a probablement conçue durant le trajet entre l'île de Longling Longland et Water 7, trajet qui a a priori duré quelques jours. Alors autant le Gear Second, je peux tout à fait imaginer qu'ils se sont entraînés à le pratiquer sur le bateau. Admettons, mais le Gear Third? Mais c'est un bon prétexte pour parler du concept d'entraînement dans les shonen du genre. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre Manga Story, disponible dans toutes les librairies et en description. Oui. Il y a au moins 2 façons d'utiliser le concept d'entraînement dans les shonen neketsuesques. Soit on vous dévoile l'entraînement en détail en faisant carrément un arc d'entraînement, comme ça sera le cas plus tard lorsqu'il apprendra le haki auprès de Riley, ou encore les nombreux arcs d'entraînement dans Naruto. J'en parle d'ailleurs dans le dernier épisode de Narutologie, allez le voir si ce n'est pas déjà fait, pouce bleu, oui. Soit on se sert simplement de ce que j'appelle l'entraînement ellipsé pour justifier un power-up. On profite d'une ellipse dans le récit pour justifier que durant cette ellipse, il s'est entraîné, tout simplement. C'est ce que fait Toriyama dans Dragon Ball quasiment tout le temps. Et là, certains me diront « Non mais n'importe quoi, chef, on les voit tout le temps s'entraîner dans Dragon Ball !» Ah bon? T'es vraiment sûr de ça? Mis à part l'entraînement de Goku et Krillin avec Muten Roshi et éventuellement son entraînement avec Maître Karin, nous n'avons pas vraiment d'arc d'entraînement dans Dragon Ball. On les voit vite fait faire des pompes ou taper dans le vide au début à la fin, mais on ne nous détaille jamais vraiment ces entraînements. Les entraînements dans Dragon Ball sont surtout prétextes à ellipse temporelle, pour justifier des power-ups, des transformations qui sont toujours ou presque une surprise dans le manga.
Quand Goku sort le Kaioken face à Vegeta et Nappa, on ne le voit pas l'apprendre. Idem quand il sort le SCJ3 face à Boo. On nous dit juste, il s'est entraîné pendant X temps. Dans le cas du Gear Second et Third de Luffy, ainsi que le Diable Jambe de Sanji ou le Ashura de Zoro, c'est le même principe. Là où ça pourrait coincer, c'est sur cette éventuelle ellipse qui est un peu floue. On ne sait pas combien de temps ils ont mis entre Longling Longland et Water 7. Ça n'a pas été vraiment expliqué. Oui. D'ailleurs, puisqu'on parle de Dragon Ball là, les gears de Luffy là, faut qu'on en parle un petit peu là. Une technique qui s'approche d'une transformation, qui multiplie sa puissance et qui lui offre un gros contre-coup physique s'il dépasse le niveau 3, ça vous rappelle rien. On va y revenir. あなたたちの生きる未来を私たちが諦めるわけにはいかない。わからない。いつかわかるわ。言ってサウロ。やだ、私もここにいるよ。お母さん、お母さん。 Partie 3, les démons d'Ohara. Qui dit Enies Lobby dit bien sûr le flashback sur l'origin story de Robin et l'histoire de la tragédie des démons d'Ohara. Petit rappel, l'île d'Ohara abritait une giga-bibliothèque ainsi qu'une tripotée de chercheurs en archéologie qui menaient secrètement des recherches sur le siècle oublié. Une période d'environ 100 ans ayant eu lieu il y a près de 8 siècles dont on ignore absolument tout ce qu'il s'y est passé, et dont l'étude est formellement interdite par le gouvernement mondial. Évidemment ils se font choper, du coup le gouvernement envoie le CP9 de l'époque les exécuter, et pour être sûr de nettoyer l'île de la moindre preuve, il déclenche un Buster Call. Un Buster Call, c'est quand une armada de bâtiments du gouvernement mondial pilonne une île pour la rayer de la carte. A l'instar du flashback sur les origines de Franky, le passé de Robin nous dévoile le côté sombre du gouvernement mondial. Un gouvernement prêt aux pires saloperies pour conserver sa légitimité et son influence. Oda, au travers de son manga, semble vouloir réfléchir sur les différents mécanismes du pouvoir. Dans One Piece, l'histoire est un levier important du pouvoir. Avec ce que nous révèle le professeur Clover avant de se faire shooter, comme quoi le gouvernement mondial a vaincu un royaume concurrent il y a 800 ans, on part clairement dans l'idée que les vainqueurs écrivent l'histoire, cette fameuse phrase écrite par Robert Brasillach en 1944 dans son livre Frères ennemis. Merci Google. En faisant quelques petites recherches, je suis tombé sur un extrait d'un bouquin de Frédéric Salé intitulé Les mécaniques de l'histoire qui explique bien cette idée. L'histoire est, à la suite d'un conflit, outil de reconstruction nationale et support de création d'une mémoire collective. En ce sens, elle ne peut être objective car jugée comme utile par le politique. Le vainqueur est celui qui détient le pouvoir de refabriquer l'histoire telle qu'il l'entend, l'envisage et la désire. En ce sens, elle est écrite par celui qui a le pouvoir effectif. Depuis l'Antiquité, le vainqueur, et surtout le dominant, est celui qui détient le pouvoir de l'écriture et qui est libre de retranscrire sa vision du passé, mais aussi de faire disparaître les traces de celui qu'il juge néfaste, à l'incarnation de son autorité. Ainsi, l'histoire paraît non seulement écrite, mais également transformée et effacée par le vainqueur. Grosso merdo, le gouvernement mondial veut contrôler et réécrire l'histoire à sa sauce pour légitimer sa domination. Hein. En gros, c'est nous qu'on commande parce que c'est nous qu'on est les gentils. Voilà. Les archéologues d'Ohara, grâce à leurs recherches, commencent à douter que peut-être en fait ce sont les méchants, ce qui risque, si cette histoire devient connue, de mettre à mal la légitimité du gouvernement mondial, et éventuellement faire revenir les idéaux qu'ils ont voulu étouffer. Donc le gouvernement préfère buter tout le monde sur l'île, même des civils innocents, et il justifie ça en mode « Ouais, mais les gars d'Ohara voulaient détruire le monde, on protège notre légitimité en réécrivant l'histoire ». Et Robin, qui ne connaît pas toute la vérité mais qui est en mesure de la découvrir et de la révéler, est désigné comme étant maléfique, un démon qu'il ne faut surtout pas approcher ni écouter. Les scientifiques d'Ohara sont dès lors rebaptisés les démons d'Ohara. Hein. Démon, ça a quand même une connotation un peu mystico-religieuse, ce qui pourrait faire penser un peu à ce qui se passait du temps de l'Inquisition. Hein, genre Galilée qui a failli se faire cramer parce qu'il avait la preuve que la Terre tournait autour du Soleil et pas l'inverse. Bon bah il a failli se faire cramer par l'Église parce que à l'époque, ça gênait qu'un mec prouvait qu'en fait que le bouquin, peut-être qu'il se trompait. Mais si le bouquin se trompe, et ben du coup ça risquait de délégitimiser, je sais même pas si ce mot existe, le pouvoir en place que représentait l'Église à l'époque. Voilà, c'est à peu près la même mécanique. Oui. Alors je sais qu'Oda depuis quelque temps crie sur tous les toits que One Piece n'est pas et ne sera jamais un manga sérieux, mais quand même, quand tu regardes bien, le gars aborde les mêmes thématiques que l'attaque des titans. Il l'aborde très différemment, certes, mais quand même.
Donc le coup de non, t'inquiète, je raconte juste une histoire cool, plus ça va, plus j'y crois moyen quand même. Les personnages de Zoro et Aokiji nous montrent que parmi les Marines, qui sont le bras armé du gouvernement mondial, il y a aussi des gens qui s'y sont engagés par conviction et pas par soif de pouvoir. Ils ont vraiment cru que la marine et le gouvernement mondial représentaient le bien commun et leur alignement fut remis en question avec les événements d'Ohara. Zoro désertera carrément et Aokiji, c'est compliqué. Mais ça nous indique la volonté d'Oda de ne pas proposer une vision totalement manichéenne de son univers. Bon après, je ne vais pas faire l'inventaire des références et des différents foreshadowing parce que en fait, je m'en branle un petit peu. Moi, ce qui m'intéresse, comme d'habitude, c'est ce que ça raconte et comment ça le raconte avant tout. Oui. Ah, je pourrais facilement te faire 5 minutes sur le parallèle à faire entre l'arbre de la connaissance de l'île d'Ohara et l'arbre de la connaissance de la Genèse. Ou encore, je pourrais faire un parallèle entre le fait que l'arbre d'Ohara soit la plus grande bibliothèque du monde et qu'elle finisse cramée et détruite, comme ce fut peut-être le cas de la grande bibliothèque d'Alexandrie, qui fut la plus grande bibliothèque du monde durant l'Antiquité et qui a fini cramée aussi. Ou bien je pourrais sans doute te pondre une théorie de fou sur le fait qu'au milieu de la bibliothèque, ils ont un putain de globe terrestre qui montre que leur planète est entourée de plusieurs satellites chelous. Sans déconner, c'est quoi ça? Mais en vrai, on s'en branle. Oui. En revanche, ce que je trouve très intéressant, c'est comment ce flashback nous permet de voir le personnage de Robin sous un nouveau jour. Rappelez-vous l'épisode précédent, les préjugés et les apparences sont trompeuses dans One Piece. C'était le cas avec Franky, c'était le cas avec le CP9, etc. Et là, Oda lève nos préjugés sur Robin. En tout cas, il a levé les miens. Dans le sens où, et j'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents, j'avais un peu l'impression que le perso de Robin était giga en retrait et semblait mal s'intégrer au groupe. Il y avait une espèce de distance, j'avais du mal à cerner le personnage. Et en fait, c'était totalement volontaire de la part d'Oda. Nico Robin a vécu toute sa vie dans le rejet des autres. Premier rejet, celui de sa propre mère, qui a préféré partir à la recherche des poneglyphes. Ensuite, par sa famille d'accueil, et aussi par le village, par qu'elle se retrouve, on ne sait comment d'ailleurs, avec un fruit du démon. Pour finir par être rejetée par le monde entier. Elle a même été rejetée, ou en tout cas elle l'a vécu comme telle, par les chercheurs d'Ohara qui refusent de l'impliquer dans leurs recherches. Puis elle tombe sur Zoro, qui semble lui aussi être un être rejeté et qui l'accepte et devient son ami. Au moment où elle retrouve enfin sa mère, cette dernière est tuée avec tous les chercheurs, et son ami Zoro se retrouve transformé en Mr. Freeze le glaçon friandise par Aokiji. En plus d'une très sérieuse peur du rejet, elle se retrouve avec un syndrome de culpabilité du survivant level géant. De plus, la plupart des gens qu'elle croisera ensuite essaieront de la trahir. Tout ça pour dire que si Robin jusque-là me paraissait distante et pas trop à sa place, c'est parce qu'il s'agit pour elle d'un mécanisme de défense. Elle préfère s'isoler, se rejeter entre guillemets elle-même, plutôt que d'être rejetée par les autres. Du coup, quand elle a recroisé Aokiji et qu'elle a vu que les chapeaux de paille ne l'ont pas lâché pour sauver leur cul, et qu'en plus ils se sont retrouvés avec le CP9 au cul, elle s'est sans doute dit « Ok, les gars sont cool avec moi, ils ont même affronté un amiral pour moi, mais si je continue de leur attirer des problèmes, ils finiront de toute façon par me larguer, ou bien ils finiront morts, et elle l'aura encore sur la conscience. » Les options qui s'offraient à elle étaient aussi ses plus grandes peurs. La peur d'être de nouveau rejetée et la peur de voir à nouveau ses camarades mourir à cause d'elle. Donc, elle n'avait pas vraiment le choix. L'option numéro 3, c'était de rejeter avant d'être rejetée. Mais pas rejeter par ressentiment ou aversion, c'est ce qu'elle a connu toute sa vie, rejeter par amour. Ce qui nous ramène au sacrifice qu'a fait la mère de Robin, Nico Oliva, en abandonnant Robin sur l'île d'Ohara. C'est ce que j'appelle un storytelling de qualité. Oui. ソゲキング、あの旗撃ち抜け。了解。シャツファイヤーバードスター！僕たちが世界政府に宣戦布告しやがった！望むところだ！ Déclaration de guerre. Le flashback de Robin est directement suivi d'une des scènes les plus badassement iconiques de One Piece. Spandam se lance dans un laïus sur la puissance du gouvernement mondial et que cette entité toute puissante est l'ennemi de Robin, et il balance tout ça en montrant le drapeau du doigt. Et le fil reste serein, il fait « Sniper King, brûle-moi cette merde ». Et là, Usopp crame le drapeau et toute la marine pète un câble. « Quoi, mais c'est des malades de faire ça, ils viennent de déclarer la guerre au gouvernement mondial ». Spandam dit « Mais t'es taré, t'as aucune chance face au monde entier ». Et le fil hurle « Amenez-vous, bande de fils de... » Non, il dit pas ça, mais c'est ce qu'on a ressenti. Et juste après, Robin qui se met à chialer et qui hurle qu'elle veut vivre.
incroyable. Mais pourquoi cette scène est importante? Déjà, elle est très importante pour le personnage de Robin, parce que lorsque Luffy crame le drapeau, bon c'est Usopp qui crame le drapeau, mais t'as compris, et déclare la guerre au gouvernement mondial, qu'est-ce qu'il lui dit à Robin? Il lui envoie un message à Robin. Il lui dit « Tu as peur de nous attirer des ennuis? On vient de commettre un crime aussi grave que le tien. T'as peur que ton ennemi s'en prenne à nous? Il y a un truc que t'as pas compris, c'est que quand t'es dans notre équipe, tes ennemis sont nos ennemis. Et peu importe qui c'est et à quel point ils sont forts, on va les défoncer. » Robin comprend qu'elle est parfaitement acceptée et qu'elle a enfin trouvé sa place. Luffy prend la responsabilité de devenir l'ennemi du gouvernement, enlevant ce poids sur les épaules de Robin. Maintenant, ils sont tous logés à la même enseigne. Une preuve de loyauté incroyable. Ouais. C'est aussi un moment important dans One Piece parce que Luffy, même s'il n'en a pas conscience parce que c'est un teubé, en faisant ça, nous indique clairement qui est le grand méchant de One Piece. Et ce n'est pas une personne, il s'agit d'un système. Jusqu'ici, on voguait d'île en île, d'aventure en aventure, sans trop se prendre la tête. Bon, à partir de maintenant, on va continuer à faire ça, mais il y aura toujours une ombre, une grande ombre qui planera au-dessus de leur tête. Et ça renforce l'idée qu'Oda utilise la figure du pirate comme étant une figure révolutionnaire, une figure contestataire. Mais ça, on l'a déjà évoqué dans des épisodes précédents. Partie 5, Chapeau de paille versus CP9. On attaque donc la seconde partie de l'arc Enies Lobby, celle qui voit la confrontation entre l'équipage au chapeau de paille et les espions du CP9. Alors je vais pas passer en revue tous les combats un à un parce que ça va être méga long, je vais comme d'habitude parler au global. Oui. Déjà, je trouve qu'il s'agit des meilleures scènes de baston de One Piece à ce jour. Le découpage des combats d'Oda n'a jamais été aussi bon, c'est fluide, dynamique, hyper lisible. On situe parfaitement les personnages dans l'espace, l'action est hyper découpée, mais pas trop, juste assez pour qu'on ait toutes les infos tout en gardant cette impression de mouvement. Regardons ces planches de combat Luffy versus Rob Lucci, on va revenir dessus. Luffy arme son poing, ensuite Luffy envoie son coup, changement de plan, le coup frappe Lucci, autre plan. On comprend la chorégraphie, les changements de plan suivent la logique de lecture des planches, l'impact sur le torse de Lucci est éclipsé, ce qui accentue l'impression de puissance. Tu rajoutes à ça l'omniprésence de nuages de poussière, de débris, les personnages de plus en plus blessés en sueur, les focus lines, speed lines et autres franfreluches. Ça me rappelle très fortement un autre manga que je connais cette fois très bien, qui s'appelle Dragon Ball. Et en vrai, quand t'as un découpage toriyamesque, forcément tu fais un banger. Oui, c'est comme ça, c'est les règles. Ce qui va me permettre de faire une petite digression sur le découpage actuel d'Oda dans One Piece. Ça n'a plus rien à voir avec ça. Aujourd'hui, c'est le bordel. C'est hyper brouillon. Je trouve que c'est beaucoup moins élaboré graphiquement. J'ose dire les termes, Oda est devenu nettement moins bon graphiquement depuis quelques années. Voilà. Oui. Et j'ai l'impression qu'Enies Lobby, c'était son putain de prime en fait. Ouais, tu peux racher en commentaire si tu veux, mais regarde au fond de ton cœur. Tu sais que j'ai pas tout à fait tort, oui. Bref, cette série de combats dans la tour judiciaire fait officiellement rentrer la seconde partie d'Enies Lobby dans la prestigieuse famille des arcs du sanctuaire. Si vous ignorez encore ce qu'est un arc du sanctuaire, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet qui est plutôt récente. Elle est probablement en fiche, oui. Version courte, c'est quand les héros doivent battre des méchants dans un temps imparti pour sauver quelqu'un tout en traversant un lieu. Hein, c'est à l'instar des arcs tournois, un des arcs les plus présents dans le genre shonen neketsuesque. Je pose un peu de contexte. Robin est prisonnière de menottes en granit marin, l'empêchant d'utiliser ses pouvoirs. Les membres du CP9 portent chacun une clé, et seule l'une d'elles ouvre les menottes. Donc les chapeaux de paille vont devoir affronter chacun un membre du CP9 pour récupérer toutes les clés. Oui, quand il réfléchit, c'est un plan débile, surtout venant de super espions trop forts de ouf. Alors ils disent que le but c'est de faire perdre du temps au chapeau de paille pour que Spandam ait le temps de faire passer la porte de la justice à Robin, mais ça reste quand même bidon. En revanche, d'un point de vue narratif, bien qu'un peu grossier, c'est plutôt malin. Oda nous balance une espèce de quête secondaire à grand renfort de MacGuffin, et j'espère que je n'ai pas besoin d'expliquer le terme MacGuffin en Big 2023. Quand même. Bon allez, je vais faire un petit effort. Un MacGuffin, c'est un objet qui justifie l'histoire. C'est quand le but de l'histoire, c'est de retrouver ou de récupérer un objet. Voilà, par exemple, l'Arche d'Alliance dans Les Aventuriers de l'Âge perdu, les Horcruxes dans Harry Potter, l'Anneau unique dans Le Seigneur des Anneaux, les Pierres d'Infinité dans le MCU, les Dragon Ball dans Dragon Ball, ou encore même le One Piece dans One Piece, tout simplement.
Ici, ça va être les fameuses clés de menottes. Ça donne un prétexte à Oda pour séparer les chapeaux de paille et montrer plusieurs fights en parallèle. Fights qui, encore une fois, sont tous très cool mais qui servent à mettre en avant une opposition intéressante. La différence de dynamique d'équipe entre les chapeaux de paille et le CP9. Les membres du CP9 ne sont pas amis, on a même l'impression qu'ils ne peuvent pas se blairer et à aucun moment durant la bataille tu ne les vois s'entraider. On peut même dire qu'ils sont carrément en compétition les uns avec les autres. Quand Fukuro dresse un classement de puissance des membres, ça l'illustre parfaitement. Quand l'un d'eux est vaincu ou défaillant, il est tout de suite méprisé et rejeté par le groupe. Blueno se fait battre par Luffy, oh, pas étonnant, c'est une grosse merde. Alors qu'en phase 2, les chapeaux de paille sont amis, ont des liens forts et prennent soin les uns des autres. On le voit quand Usopp se retrouve menotté à Zoro, ou quand Chopper se transforme en gigamonstre et qu'il interrompt le combat Khalifa versus Nami. Khalifa est choqué de voir que Nami ne s'intéresse plus du tout à elle, mais s'inquiète pour son ami. Quand Usopp se fait défoncer par Jabura et recommence à se morfondre en se disant qu'il est toujours aussi faible et inutile, ce qui fait écho à quand la Franky Family lui est tombée dessus, Sanji se pointe et lui dit « T'inquiète, tout le monde ne peut pas tout faire, en revanche tu as des capacités dont je suis dépourvu. Utilise-les pour trouver une solution à tout ce bordel. » Ils n'ont pas rejeté Usopp, ils ne l'ont pas blâmé, ils le soutiennent, lui font confiance et l'aident à utiliser son plein potentiel. Un autre élément qui illustre ça très bien, ce sont les combats Zoro versus Kaku et Sanji versus Jabura. Kaku et Jabura sont rivaux et au premier abord on pourrait se dire que leur rivalité est du même ordre que celle opposant Sanji et Zoro. Ils s'envoient des vannes, s'asticotent, veulent toujours en découdre pour voir qui est le plus fort, mais la grosse différence entre eux, c'est que Kaku et Jabura ne s'apprécient vraiment pas, alors que Zoro et Sanji, on sait bien qu'au fond ils se kiffent. Oui, d'ailleurs leurs combats sont vraiment stylés. Bon par contre on ne sait pas d'où sort la technique Ashura et le diable jambe, mais on suppose que comme Luffy, ils se sont entraînés hors champ sur le bateau avant d'arriver à Water 7. Autre point qui achève d'inscrire cette partie dans la tradition des arcs des sanctuaires, et c'est un point sur lequel je ne suis pas revenu dans ma vidéo sur le sujet d'ailleurs, mais c'est que chaque combat est gagné, ou presque, par un power-up surprise. Chopper gagne avec son overdose de Rumble Ball, Nami avec sa technique de Fata Morgana, technique improvisée parce qu'elle n'a pas pu s'y entraîner, elle n'avait pas encore son nouveau bâton climatique, Sanji a sorti son diable jambe et Zoro son Ashura. Quant à Luffy, on va y revenir. Rokuogan! Partie 6, Luffy versus Lucci. L'un des highlights de cet arc est bien évidemment le match retour opposant le capitaine de l'équipage au chapeau de paille Monkey D. Luffy à Rob Lucci, le chef de l'organisation secrète du gouvernement mondial, le CP9. Un combat qui reste à ce jour l'un de mes combats préférés de One Piece, principalement parce que c'est un combat à l'ancienne. Pas de capacité tarabiscotée qu'il faut 10 pages pour les expliquer, pas de méga stratégie de fou, non, juste deux mecs trop balèzes qui se foutent des nions hyper violents en explosant le décor, des bastons comme on n'en fait plus. Et ce duel reste dans la continuité des autres combats mettant en scène le CP9, il s'agit avant tout d'un combat idéologique. Lors de l'arc Alabasta, Oda semblait vouloir opposer la figure du pirate à celle du mafieux, du gangster, incarné par le personnage de Crocodile. Ici, il semble vouloir l'opposer à une autre figure iconique de la pop culture et de la fiction, l'agent secret ou l'espion. D'un côté, nous avons Luffy, le pirate, l'incarnation de la rébellion et de la liberté absolue, et de l'autre, nous avons Lucci, qui incarne quasiment l'exact contraire. L'espion est un outil aux ordres de l'État, aux ordres du pouvoir. Lucci se donne corps et âme au gouvernement, il ne pose pas de questions et exécute ses missions. Il voit sa propre soumission aveugle comme une vertu et met tout en œuvre pour que le reste du monde soit aussi soumis que lui. On dirait que pour lui, être soumis au pouvoir, c'est une manière de l'incarner. Il a l'air d'avoir une vision assez binaire du monde. Soit tu sers le gouvernement, soit tu es un ennemi. J'ai du mal à cerner s'il se bat vraiment pour défendre un idéal d'ordre et de justice, ou si ça lui sert juste de prétexte pour faire des saloperies. Cette opposition totale à Luffy se voit aussi dans le traitement des autres membres du CP9. Lucci n'a pas de camarades, ni même de collègues, il a des subordonnés. Il voit les gens comme des outils qui sont soit utiles au gouvernement, soit inutiles, voire nuisibles. Ces pseudo-idéaux d'ordre et de justice lui donnent du pouvoir, de l'autorité, mais font qu'il est très seul, isolé. Alors que les idéaux de Luffy font qu'il est très bien entouré, il arrive même à réunir d'anciens adversaires derrière lui, comme les gars de la Galela Company et la Franky Family.
À la fin de leur affrontement, Lucci a l'avantage. Luffy est clairement dans les cordes. En plus de ça, le reste des chapeaux de paille sont encerclés et assiégés par des colonels de la Marine et l'armada du Buster Call. Et pourtant, Lucci est seul. Il est entouré d'une armée d'une puissance de feu colossale, mais il est seul, alors que Luffy n'est seul à aucun moment. C'est ce qui lui donne la force de se relever et de vaincre. Et oui, je viens de dire que Luffy bat Lucci grâce au pouvoir de l'amitié. Et attention, j'ai absolument rien contre le pouvoir de l'amitié, quand c'est très bien fait et que c'est pas utilisé à toutes les sauces. Et là, force est de constater que c'est vraiment très bien fait. Le moment où Usopp enlève son masque et balance un pitch pour motiver Luffy, c'est stylé de fou. L'ultime attaque de Luffy est incroyable, et surtout ça ne sort pas de nulle part. Le thème des liens entre les chapeaux de paille a été un des éléments centraux depuis Water 7. L'équipage a traversé des tempêtes même littéralement, a frôlé l'implosion et le schisme irréversible. Et maintenant, ils se retrouvent plus forts que jamais. Ils doivent laisser le passé derrière eux et évoluer pour aller de l'avant. Et la scène où le Vogue Mary vient les chercher pour les aider à fuir, incroyablement incroyable. 僕は本当に幸せだった。君たちがいたから。 Partie 7, adieu Mary. Les adieux au Going Merry est sans conteste l'une des scènes les plus tristes de tout One Piece. Merry c'était plus qu'un bateau, c'était un compagnon, un membre de l'équipage au chapeau de paille à part entière. Le petit discours de Luffy, le Going Merry qui leur parle directement et qui les remercie pour tous ces moments passés ensemble. C'est tellement triste, mais c'est beau, mais c'est triste, mais c'est beau. Que la saga Water 7 se termine par la mort du Going Merry est selon moi une symbolique très intéressante. Alors comme d'habitude, attention, il va s'agir là d'une interprétation. Oui. Comme je le disais, les liens entre les membres de l'équipage est un des thèmes centraux de Water 7 et Enies Lobby. Water 7 a mis leurs liens à l'épreuve et a révélé leurs faiblesses. Faiblesses qui ont failli causer un schisme irréversible et détruire l'équipage. Enies Lobby, c'est le baptême du feu pour prouver que leurs liens sont toujours solides, voire même plus qu'avant. Les événements les ont fait grandir personnellement, en tant qu'équipage et en tant que pirates. Ils ne sont plus ce petit équipage un peu excentrique et insouciant qui vit des petites aventures. Après la bataille d'Enies Lobby et la déclaration de guerre de Luffy au gouvernement, ils vont tous se retrouver mis à prix et vont être perçus comme une menace. Pas la plus grosse, loin de là, mais quand même. On peut considérer qu'avant Water 7 et Enies Lobby, les chapeaux de paille étaient un équipage débutant. Après Enies Lobby, il s'agit d'un équipage arrivé à maturation, qui sait ce qu'il vaut, au sein duquel les membres d'équipage se font une confiance aveugle. Un équipage capable d'affronter n'importe quoi. Il passe à l'âge adulte, et je pense que la mort du Merry symbolise ce passage à l'âge adulte, la fin de la souciance. L'équipage est devenu trop grand à porter pour Merry. On pourrait même se dire que le Merry s'est sacrifié pour que l'équipage puisse survivre et grandir. La mort de Merry est le dernier élément qui achève de souder les chapeaux de paille. Ils ont été unis dans la joie, dans l'adversité, dans la victoire, ils sont aussi unis dans le deuil. C'est beau, ouais. Bref, tout ça pour dire que la partie Water 7 Enies Lobby est le prime de One Piece depuis le début de ma relecture. Graphiquement, c'est intestable, le storytelling est aux petits oignons, il y a du drame, de l'émotion, de la badassité, du dépaysement. C'est une véritable masterclass, un chef-d'œuvre, et bien que cette saga ne se trouve même pas à la moitié du manga, je trouve qu'Enies Lobby a une vibe d'arc final. Un arc final réussi en plus, c'est très bizarre. Bon, et tu te souviens dans l'introduction, quand j'ai dit qu'à force de relire l'arc Enies Lobby, je me suis rendu compte d'un truc. Eh ben, j'y viens, justement. Et je pense que les plus attentifs d'entre vous ont sûrement d'ores et déjà deviné à peu près où je voulais en venir. Enies Lobby est pour moi sans conteste le meilleur arc de One Piece qu'on ait eu jusqu'à présent. Mais c'est aussi en même temps l'arc le plus classique qu'on ait eu depuis le début du manga. Parce que quand on regarde bien, nous avons un arc du sanctuaire, des flashbacks émouvants, des transformations et des power-ups qui sortent de derrière les fagots et qui sont stylés. On a aussi un Deus Ex Machina avec le Vogue Merry, le Going Merry. Nous avons aussi en plus le héros qui gagne grâce au pouvoir de l'amitié. Et un découpage de l'action Dragon Ballesque. On a même un simili Kaioken, les mecs. Ouais. J'ai bien l'impression que c'est la première fois qu'un arc de One Piece coche à ce point toutes les cases du parfait shonen neketsuesque de bonne aloi. Et c'est tellement bien fait, tellement maîtrisé, que jusqu'ici on n'y a vu que du feu en fait. Et ça nous montre bien un truc, une idée que je défends depuis des années sur cette chaîne, c'est qu'au final, l'originalité totale, neuve et entière, on s'en bat les couilles. Tant que ton histoire, ton récit est fait avec passion, intensité et sincérité, ce qui en ressortira sera forcément génial. Et cet arc est définitivement génial. One Piece, c'est la vie. Que la passion vous guide. Ouais.
Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.